Les ombres du fjord. Chapitre 1er. Le brouillard sur le fjord. Le fjord s'étendait sous le ciel matinal, recouvert d'un voile de brume si épais que les contours des montagnes, des rochers et de l'horizon s'y fondaient. Les Vikings ont toujours considéré que la brume n'était pas un simple jeu de la nature, mais le souffle des dieux ou des esprits venus d'un autre monde. Aimez et abonnez-vous à la chaîne. Ce jour-là, le jeune guerrier Svein, qui venait d'avoir 20 ans, se tenait à la proue du drakkar et essayait de distinguer une route à suivre. Svein était fils de pêcheur et connaissait la mer depuis son enfance. Il savait lire l'eau, distinguer les profondeurs à leur couleur, sentir l'approche d'une tempête à l'odeur du vent. Mais il n'avait encore jamais vu cela. Le fjord respirait comme s'il était vivant, et de ses poumons blancs s'échappait un brouillard humide, visqueux, qui tirait vers lui. Derrière Svein étaient assis les rameurs, des hommes forts, aguerris par les expéditions et les pillages. Leurs mains connaissaient le tintement joyeux des épées et le poids des rames. Aujourd'hui, ils ne partaient pas en quête d'argent, de gloire ou de butin, mais simplement pour naviguer, explorer de nouveaux lieux de pêche et échanger des marchandises avec les villages voisins. Mais la mer en avait décidé autrement. Le drakkar, long et élancé, orné d'un dragon sculpté à la proue, était la fierté de leur village. La tête du dragon, sculptée dans le chêne, était censée effrayer les esprits et les monstres marins, éloigner les mauvais esprits qui s'approchaient des navires. Des boucliers étaient accrochés sur les côtés, ronds en bois, avec des bandes rouges et noires peintes. Chaque guerrier savait que le bouclier n'était pas seulement une protection, mais aussi un signe de sa famille. Même lors d'une simple sortie en mer, personne ne se permettait de partir sans armes. Les épées et les haches étaient à portée de main. Les lances étaient posées près des bancs. Le timonier, un vieux loup de mer au visage buriné par les rides, regardait Svein du coin de l'œil. « Nous ne voyons pas la côte, dit-il. Le brouillard nous cache tout. Si nous nous enfonçons plus loin, nous risquons de nous perdre. »« Mieux vaut se perdre dans le brouillard que de rester près du rivage comme des femmes, » répondit Svein. Sa voix était ferme. Les guerriers murmurèrent. Certains l'approuvaient, d'autres fronçèrent les sourcils. Les anciens savaient que le fjord n'était pas seulement de l'eau, mais aussi une route entre les mondes. Dans la saga de Ran, la déesse de la mer, il était dit que ces filets dorés rassemblaient les âmes des guerriers noyés, qui se retrouvaient dans son palais sous-marin. Mais il existait d'autres légendes. Les âmes des lâches et de ceux qui avaient péri dans la honte n'étaient acceptées ni par Ran ni par Odin. Elles restaient dans l'eau, devenant des ombres. Et alors, le fjord se transformait en un lieu où les vivants pouvaient rencontrer les morts. Svein avait entendu ces histoires autour du feu quand il était enfant. À l'époque, elles lui semblaient être des contes, effrayants mais lointains. À présent, elles prenaient vie sous ses yeux. Les rameurs conduisaient le drakkar d'un mouvement régulier, les rames fendant l'eau avec un rythme familier. Mais plus ils s'éloignaient, plus le brouillard s'épaississait. D'abord, la côte disparut, puis les montagnes. Même le bruit des vagues changea. Le clapotis semblait sourd, comme si l'eau était devenue visqueuse. L'air ne sentait plus le sel et le poisson, mais quelque chose de pourri, comme de vieux filets oubliés depuis longtemps au fond de l'eau. « C'est un mauvais signe, dit l'un des guerriers. J'ai déjà vu ça une fois. À l'époque, un navire entier a disparu en mer et n'a jamais été retrouvé. »« Silence, l'interrompit le timonier. Ne provoque pas le malheur avec tes paroles. » Mais le malheur était déjà là. Soudain, l'un des rameurs poussa un cri. « Regardez !» Tous levèrent de la tête. Des ombres apparurent dans le brouillard. D'abord vagues, semblables à des nuages de fumée. Puis elles prirent forme, de hauts mâts, des voiles, des figures de proue, des navires. « C'est eux, » murmura le vieux marin. « Les drakkars fantômes. » Svein regarda attentivement et comprit. Oui, c'étaient bien des navires. Mais ils n'étaient pas vivants. Le vent ne gonflait pas leurs voiles. Elles pendaient comme des linceuls. Les planches ne reflétaient pas la lumière. Elles étaient grises comme desséchées. Des boucliers s'étaient accrochés aux côtés, mais il n'y avait personne derrière eux, seulement le vide. « Ce sont peut-être nos voisins ?» dit l'un des guerriers d'un ton hésitant. « Nos voisins ne se promènent pas dans le brouillard avec les yeux vides, » répondit le timonier. « Ce sont des morts. » Drakkar Sveina avançait, et les navires fantômes le suivaient. Pas un bruit de rame, pas un grincement de mât. Seul le silence régnait. Mais ce silence était plus effrayant que n'importe quel cri. Et soudain, il fut rompu. Un chant retentit. Des voix masculines, graves, longues, anciennes.
Impossible d'en distinguer les paroles, mais chaque guerrier comprit qu'il s'agissait d'un appel, l'appel des morts. « Venez à nous, venez à nous, la mer vous attend ». Ces sons enveloppèrent le navire comme un filet. Le cœur de Svein battait de plus en plus vite. Ces guerriers saisirent leurs épées. Mais qui devait-il tuer? Devant eux, il n'y avait que des ombres. Et alors, quelque chose d'effrayant se produisit. À la place où était assis le jeune rameur, il ne restait plus que le banc et la rame abandonnée. Lui-même avait disparu. Il avait disparu. Pas un bruit, pas un éclaboussure. « Il était là !» cria un autre. « Je l'ai vu ramer !»« On l'a emmené !» dit le timonier. Sa voix tremblait. Les marins se regardèrent. Chacun comprenait. Ils étaient désormais la proie du fjord. Le brouillard s'épaissit et des navires fantômes encerclèrent le Drakkar de toutes parts. Les visages des guerriers pâlirent, mais personne ne recula. Les Vikings savaient qu'un lâche n'allait ni au Valhalla, ni à Hel. Un lâche disparaissait à jamais, comme de la fumée. Svein leva la tête et cria dans le vide. « Si Odin nous guide, nous ne reculerons pas. Mais si c'est Ran qu'il nous emmène au combat, pas dans le silence. » Le brouillard répondit par un écho. Les navires tremblèrent, et les ombres se rapprochèrent. C'est ainsi que commença la traversée de Svein, non pas sur la mer, mais à la frontière entre la vie et la mort. Son Drakkar entra dans le brouillard, et le chemin du retour avait déjà disparu. Devant eux, il n'y avait que des navires fantômes et leurs cris. Chapitre 2. Les navires fantômes. Le brouillard était si épais que même le bruit des rames semblait étranger, lointain, comme le souvenir d'un printemps révolu. L'eau autour du Drakkar était lourde, comme un coulis épais. Les rames s'enfonçaient avec difficulté et ressortaient dans un bruit semblable à un soupir. Aimez et abonnez-vous à la chaîne. Nous avancions à l'aveuglette, et chaque nouvelle ombre dans la brume blanchâtre pouvait être un rocher, dont seuls les mouettes et les noyés connaissèrent le nom. Le timonier tenait le gouvernail à tribord, comme le veut la coutume depuis que les gens de notre région ont appris à sculpter de longues quilles dans le chêne et à assembler des planches clouées en chevauchement, pour que la mer roule sur elles et non dans elles. Le côté droit, appelé tribord, était le côté du gouvernail, et le côté gauche, appelé bâbord, servait à se diriger vers la côte. Nous croyions encore à la navigation, à l'aide des étoiles familières et de la forme du fjord, mais ici, il n'y avait pas d'étoiles, et le fjord était devenu un couloir sans mur ni plafond. Pour maintenir le cap, 2 hommes marchaient avec une corde profonde. Les Vikings mesurent le fond, non pas avec des mots, mais avec leurs paumes. À son extrémité pendait un plomb avec du talc et un morceau de graisse, du suif, pour prélever un échantillon de sol, du sable. La côte est proche. De la vase, c'est profond et dangereux. Des coquillages brisés, c'est qu'il y a un banc de sable quelque part à proximité. Ils ont descendu la corde et l'ont remontée sèche. Pas un grain de sable, pas une trace de vase, comme s'il n'y avait pas de fond sous nos pieds. L'eau n'est pas bonne, dit le timonier en faisant le signe de croix, non pas avec une croix étrangère, mais comme sa mère le lui avait appris. Il toucha sa poitrine, ses épaules et son palais, pour Odin, Thor et Freyr. Une silhouette glissa sur la gauche, un Drakkar long, avec une proue en forme de gueule de loup. Les Vikings, lorsqu'ils entrent dans leur fjord natal, enlèvent les têtes de dragons et d'animaux de leurs casques afin de ne pas effrayer les esprits domestiques, les landvétir. Même les garçons connaissent ce commandement sagittarien. Mais chez le fantôme, la tête du monstre dépassait effrontément, comme une canine, et ses orbites vides étaient plus profondes que le brouillard. Chaque détail me serrait l'estomac. Nous nous sommes alignés sur les bancs, les toftas, comme on nous l'avait appris. Ceux du milieu prennent un rythme régulier, ceux des extrémités s'adaptent pour maintenir le cap sans zigzaguer. Les boucliers étaient suspendus le long du bord dans l'ordre correct des couleurs familiales. Leurs umbones en fer sentèrent le sel et la résine qui enduisaient les rivets. Une voile en laine pliée en 2 était suspendue au mât. Dans le brouillard, le vent utile est de toute façon perdu. Il est plus sûr de ramer et d'écouter la mer sans lui tourner le dos. « Faites taire le fer, dis-je à voix basse. Ne posez pas les épées sur la planche, mais sur la peau. Elles font du bruit, et ici, le moindre bruit attire les esprits. » Les guerriers acquiescèrent. Ils savaient soit que la mer aime le silence et que les espritas préfèrent seules les voix humaines. C'est vers elles qu'ils se précipitent. Nous nous sommes attachés les poignets aux avants avec des lanières de cuir. Dans le brouillard, un homme disparaît comme la fumée qui s'échappe des narines, sans même faire un plongeon. La flotte fantôme nous suivait, sans nous toucher, mais toujours à une distance d'une lame.
L'un avait la forme d'un knorr, un navire marchand ventru sur lequel on transporte des peaux, du miel et des esclaves. L'autre était un dreki, étroit comme le nôtre, avec un bordé à recouvrement et des membrures en écailles d'érable. Certains avaient des voiles rapiécées avec des lambeaux de brume. Au vent, une telle voile aurait déchiré le navire. Mais ici, le vent n'était qu'un dessin, pas une force. Du sel dans le charbon, murmura le vieux Asbjörn. Il n'était pas un viking, mais il se souvenait comment, en pleine mer, on apportait le blå, une poignée de farine salée et une goutte de sang, à Njord et Ran, afin que leur filet ne trouve ni nos pieds ni nos péchés. Je sortis de ma poche un anneau d'argent, non pour son éclat, mais selon une ancienne coutume. Ran aime les anneaux, dit-on, et elle emmenait sous la glace les fiancés qui lui plaisaient. Je le jetai dans le lait brumeux, et le cercle disparut sans un bruit. Rien ne changea. Mais parfois, le sacrifice n'est pas fait pour changer les choses, mais pour que les mots ne restent pas coincés dans la gorge. Nous avons libéré le corbeau. C'est ce que faisait Floki lorsqu'il cherchait l'Islande. On libère un oiseau, et s'il y a de la terre à proximité, il vole vers elle, sinon il revient sur le mât. Notre corbeau s'est envolé et s'est divisé en 3 ombres. 2 sont partis à gauche et à droite, la 3e est restée figée au-dessus de nous comme une fenêtre clouée. En un instant, les ombres se sont réunies et sont redevenues un oiseau, mais à partir de ce moment, il a volé sans un bruit, comme si l'air avait été retiré de ses plumes. Une odeur est venue de la brume, pas celle du poisson ou de la résine, mais celle d'un squelette lavé par le temps. C'est l'odeur des tumulus funéraires, lorsque le vent arrache le gazon et atteint les anciennes sépultures maritimes, les navires des morts, où les riches sont accompagnés dans l'autre monde avec leurs rames, leurs chiens et parfois leurs esclaves. Le brouillard avait donc fait remonter cette odeur souterraine à la surface de l'eau. Plus à droite, à une paume, dit le timonier. Il mesurait l'espace non pas à pas, mais avec ses doigts. Le gouvernail suffisait pour une manœuvre délicate. Des mouvements brusques nous couperaient la route vers la vie. Nous avons essayé de mettre le beitaz, la tête de la voile au vent, même si le vent était imaginaire. Le moindre mouvement dans le brouillard, la voile devait être prête. Mais la corde enroulée sur le rouillé s'est soudainement avérée humide, alors que tout autour, il n'y avait toujours que du lait séché. Je passai mes doigts dessus. Ce n'était pas de la condensation qui restait sur ma peau, mais une fine couche visqueuse comme celle d'une méduse. Je levai les yeux, des gouttes pendaient aux vergues, mais elles ne tombaient pas. Elles restaient suspendues, comme des perles sur le fil de la fileuse Norne. Si quelqu'un entend son nom, dis-je, gardez le silence. Le nom, c'est la route. Ne laissez pas passer la route. La réponse vint du drakkar fantomatique le plus proche. Là où, sur un vrai navire, auraient été assis des guerriers derrière leurs boucliers, le vide se mit à parler. Les chuchotements devinrent plus denses que le brouillard, et des noms se détachèrent, les nôtres. Chacun entendit le sien, d'abord doucement, comme une mère réveillant son enfant, puis plus clairement, plus régulièrement. « Swain, Swain !» disait le brouillard avec ma voix d'il y a 5 ans, quand je jurais de ne pas fuir le champ de bataille. Une voix étrangère, apprise à être la mienne. Nous avons resserré nos nœuds. Sur le nez du dragon sculpté dans le fer, le givre a tremblé. Une ondulation a parcouru le bord du bateau, et l'un des rameurs, Björn, a plongé l'épaule vers le bas. La sangle autour de son poignet s'est tendue et a craqué. Il a sursauté, est revenu sur son banc, et s'est resté là. Mais ses yeux se remplirent d'une tache blanche, comme si on y avait enfoncé un morceau de glace. « Tiens-le, dis-je. Il est déjà à moitié là. » Nous lancèrent le grappin, non pas pour capturer le navire ennemi, mais pour savoir si le bois fantomatique était bien réel. Le grappin passa à travers le bord comme à travers de la fumée, et plus effrayant encore, ne fut pas ramené par inertie. Il s'était accroché au vide. La chaîne légère se tendit comme un fuseau. Une ondulation givrée la parcourut, et les maillons noircirent les uns après les autres. Nous l'avons coupé jusqu'à ce que le gel nous envahisse les doigts. « C'est le Knorr Sigrid » murmura Asbjörn. Il reconnut le motif sur les boucliers. Un cercle avec 2 lignes blanches. Il avait autrefois navigué à son bord pour aller chercher de la pierre ponce en Islande. Le Sigrid avait disparu 7 hivers auparavant, avec une cargaison de laine et de graisse de phoque. À présent, ses flancs vides naviguaient à côté de nous, comme un parent qui aurait oublié sa langue. Nous chantions le Drottkvet, une forme poétique régulière que les skalds utilisent pour retenir leur souffle lorsqu'ils doivent frapper avec précision pendant la guerre. Les paroles ne parlaient pas de gloire mais de contes,
Le compte des coups, le compte des respirations, le compte des coups de rame. Le rythme maintient le bateau aussi fidèlement que la quille maintient la vague. Les réalités de la mer côtoyaient la magie, ce qui rendait les choses encore plus effrayantes. La voile en laine, imprégnée de graisse pour résister à l'humidité, se comportait correctement. Elle absorbait le lait de la brume et s'alourdissait comme un manteau mouillé. Les rivets sur le bordé, en chevauchement, tintaient lorsque le froid se cachait dans leur fer. Le mât en chêne, fixé par le quille, chantait doucement, comme chante le bois quand il n'y a pas de vent, mais seulement le souvenir du vent. Tout était connu, et rien n'expliquait pourquoi la corde jetée dans les profondeurs revenait sèche. « À l'abordage !» cria Snorri. Le vide lui répondit. À bâbord, la figure avant d'un autre navire apparut, tel un coup de serpent avec une gueule grande ouverte. Dans la gueule, ce n'étaient pas des sculptures, mais de vraies dents, aux racines jaunâtres. Nous avions déjà vu cela une fois dans un village sauvage de Sami. Là-bas, le chaman gardait une tête de poisson séché dans un talisman pour que les esprits lui obéissent. Mais les dents dans le brouillard n'étaient ni celles d'un poisson, ni celles d'un animal. Et elles bougeaient, non pas en mâchant, mais en comptant. Je me suis souvenu du Solstein, une pierre solaire, un cristal de calcite, que les vieux navigateurs utilisaient, par temps couvert, pour déterminer la position du soleil caché grâce à la polarisation de la lumière. Nous en avions un dans notre coffret trouvé à Skawiland. Je le portais à mon œil, le dirigeais dans différentes directions et vis un mince filet plus brillant que le lait du brouillard. Il serpentait, s'éloignait vers la droite et vers l'avant. « Le soleil est là, ai-je dit, bien qu'il n'y ait pas de soleil. Tiens le fil à 2 doigts vers la droite. Nous avons presque cru que nous allions pouvoir nous éloigner de la flotte morte. Mais dès que la rame s'est éloignée du bord à la largeur d'une main, la sangle sur le bras de Björn a de nouveau tiré. Il murmurait « Maman ». Oui, un guerrier adulte. C'est ainsi qu'on appelle ceux qui ne sont plus avec vous, quand les lèvres décident, sans vous. Je lui ai donné une gifle, les ramener à la vie. Il a regardé droit devant lui, ses yeux se sont remplis de larmes et a repris le rythme. Une autre perte ne fut pas aussi soudaine. Je vis Thorvald, le fils du constructeur de bateaux. Il frottait la sculpture sur le nez de sa main, comme on frotte le manche d'une lance avant le combat. Ses doigts s'enfoncèrent dans le bois. Pas complètement, pas entièrement, mais comme si le bois avait aspiré sa main jusqu'au poignet, l'avait goûté et recraché. La peau était devenue grise à cet endroit. Thorvald va remonter sa manche en silence et a continué à ramer. Après une 30aine de coups, il a disparu. Il n'y a eu ni éclaboussure, ni cri. Sur le banc restait un nœud de sangle et une planche enfoncée, comme en souvenir de cet homme robuste. Nous avons accompli le petit blot, une goutte de sang du pouce dans l'eau de mer. C'est ce que l'on faisait avant une longue traversée, pour que les vagues connaissent nos noms et ne nous appellent pas autrement. La goutte tomba et ne se dispersa pas. Elle resta là comme un petit caillou rouge, puis glissa dans le vide blanc. « Ils ne veulent pas de gouttes, dit Asbjörn. Ils veulent des noms entiers. Nous avons appelé les dieux, pas trop fort. Un appel fort est un défi, pas une demande, et Odin aime les rusés. J'ai récité un vers sur Gungnir, la lance qui atteint toujours sa cible, et sur les 2 corbeaux, Hugin et Munin, pensée et mémoire. Que la pensée trouve son chemin, et que la mémoire ne nous abandonne pas à la mort. En réponse, le brouillard s'est transformé en une courte ombre de corbeau pendant 1 seconde, puis s'est dispersé. Dans toute histoire sur la mer, les gens attendent un miracle. Que la lumière apparaisse à la seule force d'une chanson. Mais la mer nous libère rarement instantanément. Elle aime marchander, et elle aime les règles. Nous avons respecté les règles comme on respecte l'ordre dans une ligne de défense. Ne pas rompre les rangs, ne pas crier de nom, ne pas regarder les morts dans les yeux plus longtemps qu'un battement de cœur. Ce dernier point s'est avéré le plus difficile. Dans le vide, où les visages sont des masques blancs sans traits, le regard cherche les orbites pour s'assurer qu'elles sont vides. Et là, comme par malheur, tout le monde veut s'assurer de ta présence. Le brouillard s'est soudainement transformé en écho. J'ai prononcé « eau » et « eau » m'est revenu, non pas avec ma voix, mais avec celle de mon père. Il est mort en hiver sur la glace, tombé avec son traîneau, et nous n'avons retrouvé que son chapeau. « Sveige » a dit le brouillard avec la voix de mon père. Je n'ai pas répondu. « Fils » a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. « Maison » a-t-il dit. Je me suis mordu la langue si fort que j'avais un goût salé dans la bouche. Le timonier posa sur le bord un morceau de morue séchée, du stockfish, la nourriture des marins en haute mer. Ça se casse sous les dents comme un vieil os.
Ça s'émiettait entre les doigts, mais les miettes ne tombèrent pas. Elles restaient suspendues dans l'air en une fine pluie. Nous étions assis comme dans une hutte gelée, où la fumée ne s'échappe pas par les fissures, mais s'accumule au-dessus de nos têtes. « Mettez 2 hommes de garde à l'avant, dis-je. Si vous voyez des récifs, ne criez pas, mais frappez votre bouclier avec votre lance. » Nous frappions régulièrement, de sorte que le rythme des coups sur le bois ne ressemblait pas à un son, mais à un pouls. Et c'est peut-être ce pouls qui nous a conduits dans une partie moins dense du brouillard, où les ombres ont cessé d'être blanches et sont devenues grises. Pendant un instant, nous avons vu au loin une lumière plus claire que le reste. Mais les ombres des 2 navires s'y posèrent, comme pour fermer l'ouverture avec un rideau. À ce moment-là, quelque chose émergea de la brume, un minuscule marteau de Thor attaché à une lanière de cuir, un talisman que l'on offre aux garçons pour que les orages les aiment et que leurs ennemis les craignent. Sur le manche, une fine inscription était gravée. « Pour Égil, quand il sera un homme. » Je reconnus la main de l'artisan de la baie voisine. Égil s'était noyé 3 hivers auparavant. Le marteau resta suspendu dans les airs sans tomber. Je tendis la main, et il tomba dans ma paume, lourd d'argent. L'argent ne ment pas. Nous nous sommes regardés. Le seuil était plus mince que nous le pensions. Il ne se contente pas de marcher à côté de nous, dit Asbjörn, il nous jauge. Pour la mort, demanda Snorri. Pour eux-mêmes, répondit le vieil homme. Là-bas, il n'y a ni mort ni vie. Il y a eux et nous. Bientôt, nous avons vu ce que personne ne voulait voir. Un bateau est sorti du lait avec un motif que nous connaissions mieux que tout au monde. Une bande noire sur un fond rouge, et près de la proue, une sculpture représentant une griffe d'ours. C'était le drakkar du jarl du fjord voisin, disparu à l'automne lors d'une petite tempête. À son bord se trouvaient les boucliers que nous lui avions offerts, et sur la figure de proue, nous avions autrefois gravé ensemble les runes de la victoire. Teiwaz. Elle brillait, mais pas du feu, du givre. Svein, dit le timonier, c'est le chemin du retour, s'il y a un chemin du retour. Non, répondis-je, c'est le chemin pour revenir, mais dans leur direction. Pour revenir, il faut aller là où la corde profonde ramènera du sable. Nous avons de nouveau jeté le lest. Je sentais son poids dans ma paume comme une pierre dans la poche d'un enfant. La corde est tombée. J'attendais une résistance. Il n'y en avait pas. Elle est descendue plus profondément que notre fjord n'est profond. Et puis ma main a bougé toute seule. Le plomb a tiré, comme s'il s'était accroché à des cheveux humains. Je l'ai sorti. Une mèche était collée au lard, mouillée, avec une perle de verre couleur mer. Pendant un instant, j'ai cru que la perle clignait. Je l'ai arrachée du plomb et l'ai rejetée à l'eau. La prise sera grosse, dit Asbjörn. Si nous ne fixons pas le prix, c'est eux qui le dicteront. Et c'est à ce moment précis que le premier drakkar fantomatique tenta de nous attaquer. Pas bord à bord, pas avec des grappins. Le brouillard s'est transformé en un filet, celui-là même, doré, dont parlent les chansons sur Ran. Ici, l'or était blanc comme l'os. J'ai vu le motif des mailles, et dans chaque nœud, un petit signe ressemblant à la rune Nod, besoin, et Isa, glace. Le filet s'est posé sur notre bord sans l'alourdir, mais au contraire, il l'a léger, comme s'il nous avait retiré un poids. Nous avons commencé à remonter hors de l'eau comme une bulle. « Coupe !» ai-je crié. Nous avons coupé le vide, et chaque coup ne produisait pas de son, mais une bouffée de froid sur la main. Le forgeron qui m'avait fabriqué cette épée disait qu'elle pouvait couper l'air. Je pensais que c'était une métaphore. Il s'agissait en fait d'une instruction. Le filet se déchirait et des sons s'échappèrent des déchirures. Les rires des enfants, le clapotis sur le rivage, le sifflement du couteau de mon père lorsqu'il affûtait la lame. Le filet connaissait nos faiblesses et les partageait comme une habile joueuse de gobelets. Nous avons perdu la moitié de nos mains. Les fantômes ne nous poursuivaient pas. Ils savaient attendre. Dans le brouillard, le temps est comme un poisson dans un filet. On ne le voit pas, mais il rend l'eau vivante. Écoutez, dis-je, et retenez bien, nous allons encore avoir une tempête. Je ne sais pas d'où vient le vent dans ce brouillard, mais les changements ne sont pas éternels. La tempête est la force des vivants, répondit le timonier. Le vent aime le souffle, et nous avons encore du souffle. Nous avons raconté à nos amis une courte saga, pas pour l'éternité, mais pour 1 heure. Comment nous reviendrions et boirions de l'hydromel à une longue table, et comment les anciens raconteraient, comment ils voyagent dans les mondes au cœur de l'hiver. La saga est aussi un nœud, mais un nœud dans la mémoire. Si les nœuds sont plus serrés, le filet de Ran glisse. Le brouillard s'est écarté sur la largeur d'une paume,
et j'ai vu devant moi quelque chose qui dépassait mon expérience de navigateur. L'eau, comme du givre sur une vitre, avait une ligne, une fine fissure en travers de notre route. Elle ne bougeait pas, c'était un seuil. Derrière, il y avait moins de brouillard, ou alors c'était un autre brouillard. Nous entendions un bruit, pas celui de la mer, mais des pas de quelqu'un sur une planche mouillée. « Il y a un cri, un craquement, » dit le timonier. « C'est là que le monde s'effondre. » « C'est une brèche, acquiesça Asbjörn. « Et cette brèche n'est pas due à la tempête. Elle est due à quelqu'un qui frappe de l'intérieur. Nous n'y sommes pas allés, pas encore. Un guerrier ne se jette pas dans la mêlée si ses jambes sont empêtrées dans un filet. Il commence par couper le nœud. Nous avons jeté l'ancre, et nous avons compris que l'ancre remontait vers le haut et non vers le bas. Elle nous tirait vers une hauteur blanche, où il n'y avait pas de ciel. Nous avons dû lâcher la corde et la regarder disparaître là où il n'y a pas de fer. Le jour, si c'était bien un jour, ne finissait pas. Les Vikings peuvent naviguer pendant des jours en changeant de rameur, en avalant du stockfish et en le noyant dans du petit lait aigre, à cause du bourrelet. Mais ici, on n'avait pas envie de manger. Le brouillard nous empêchait d'avaler quoi que ce soit. En revanche, il nous offrait volontiers des souvenirs. Et c'est précisément de celles-ci que nous nous sommes nourris avant d'entendre le premier véritable appel des noyés, non pas provenant des navires ou du brouillard, mais d'en bas. Les voix traversaient la quille comme le froid traverse les eaux. Au début, ils chantaient, sans parole, un grondement commun d'anciens chœurs de marins. Puis ils se mirent à parler un par un. Chacun avait quelqu'un en bas. Ils murmuraient à l'oreille de chacun, des noms, des dates, des promesses. « Je t'attendais depuis le printemps, » dit mon père, qui n'avait pas attendu. « J'ai toujours ton chapeau, » répondis-je, bien que le chapeau fût pourri depuis longtemps. « Descends la rame, » dit la voix. Je baissai les yeux. Mes mains serrèrent plus fort le manche. Les navires fantômes tenaient bon, comme des loups expérimentés. Ils ne se précipitent pas tant que leur proie n'est pas épuisée. Ils avaient appris notre langue, notre rythme. Et c'était là la plus terrible découverte de cette journée. Ils n'étaient pas étrangers. Ils étaient nous, poussés à bout. Lorsque le grondement sourd fut remplacé par un appel distinct, lorsque des respirations humaines se firent entendre dans la coque, je compris que le prochain chapitre de cette traversée ne commencerait pas avec les navires, mais avec l'eau. L'appel des noyés n'était pas une histoire, mais une invitation, et nous aurions le choix, répondre ou nous boucher les oreilles avec du fer. Nous avons fait un petit nœud sur le mât, un rune algiz, pour nous protéger. J'ai posé le marteau d'aiguille à la base de la vergue. Le talisman étranger est devenu notre serment, et, regardant la brèche devant nous, où le monde commençait à se fissurer, je me suis enfin permis de dire à voix haute ce que je ne disais auparavant que dans ma tête. Nous entrons dans leur fjord. En réponse, le brouillard sourit sans bouche, et de quelque part dans les profondeurs, une première main pâle se leva, non pas par-dessus bord, mais de l'intérieur du bois, comme une pousse. Puis l'appel commença. Chapitre 3. L'appel des noyés. Le fjord était mort. Le brouillard ne se dissipait pas, mais devenait plus épais, comme s'il était versé d'une énorme cruche dans le bassin sans fond de la mer. Les sons s'éteignaient, comme des bougies dans un souterrain humide. Même le grincement des rames semblait provenir non pas d'ici, mais des profondeurs. Aimez et abonnez-vous à la chaîne. C'est dans ce silence que nous avons entendu pour la première fois, non pas le chant des ombres, ni le bruissement dans le brouillard, mais des voix venant d'en bas. Au début, c'était un grondement, comme le fracas des pierres sous l'eau, quand la rivière les emporte dans un tourbillon. Puis le grondement s'est transformé en mots. Il montait à travers le quille, traversait les planches et le bordait, comme si le navire était devenu une harpe et ses membrures des cordes. « Svein !» Je me figeai. La voix m'était familière. Je l'avais entendue dans mon enfance quand je revenais du rivage. C'était celle de mon père. Il s'était noyé quand j'avais 10 ans. La mer l'avait emporté juste devant nos pieds et nous n'avions retrouvé que sa casquette et sa rame. « Mon fils, pourquoi vas-tu dans notre fjord ?» continua la voix. Je me mordis la lèvre si fort que le goût du sang devint la seule chose réelle dans ce cauchemar blanc. Mais je n'étais pas seul. Chacun entendit sa propre voix. Asbjörn, le vieux marin, se couvrit le visage de ses mains. « Margaret, murmura-t-il, tu es morte dans la tempête. Pourquoi m'appelles-tu » Sa femme était morte 20 hivers auparavant, et maintenant, sa voix hurlait depuis le bord du bateau, comme le vent dans les fissures d'une vieille maison. Snorri, un jeune guerrier, serra la rame si fort que ses jointures blanchirent. « Frère »
C'est toi, marmonna-t-il. Mais tu es mort en Irlande. On t'a brûlé. Ses yeux se remplirent de larmes. La voix l'appelait par son nom, d'une voix calme, comme si son frère était assis à côté de lui et lui murmurait à l'oreille. Je savais que ce n'était pas des âmes, mais un piège. Mais le savoir n'était d'aucun secours quand l'appel venait droit du cœur. « Bouchez-vous les oreilles, criai-je. N'écoutez pas. Mais qui peut ne pas écouter quand les morts s'appellent ?» Le premier apparut à bord, une main, pâle comme de la cire, aux doigts gonflés, couverte d'algues vertes. Elle sortit directement de la fente entre les planches et s'agrippa au bord du banc. Nous l'avons frappée avec notre hache en hurlant. La main disparut, mais le bois gémit comme si ce n'était pas de la chair qui avait été blessée, mais le navire lui-même. « Il sort de l'intérieur !» cria le timonier. C'était vrai. Des mains, des doigts, des visages sortirent des fissures, dessous les planches, des endroits où le bois gémissait. Ils étaient pâles comme des poissons, leurs yeux étaient vides. De l'eau coulait de leur corps et tombait sur le pont, mais ne laissait aucune trace. « Ce sont les drugnes !» s'écria Asbjörn. « Des guerriers qui se sont noyés sans funérailles. » Je connaissais ce mot. Les drugnes sont des morts qui ne sont pas allés au Valhalla ni à Hel. Ils sont retenus par la mer et cherchent de nouveaux compagnons. « Tenez bon, ordonnai-je, que personne ne se lève. » Mais Snorri bondit. La voix de son frère résonnait de plus en plus fort, et comme dans un rêve, il se tendit vers le bord. « Snorri, non !» criai-je. Trop tard. Il fit un pas, et son corps se dissolut dans le brouillard. Seule sa rame resta attachée à sa ceinture. Nous nous attachâmes plus fermement avec nos ceintures, mais cela ne nous protégeait pas des voix. Elles appelaient maintenant tout le monde en même temps. Elles chantaient en chœur. « Vous êtes à nous, vous êtes à nous. Le fjord ne vous lâche pas. » Et à chaque mot, le bateau s'alourdissait. Il s'enfonçait, bien que l'eau fût calme. Les planches craquaient. On aurait dit que le drakkar lui-même voulait couler. « Ils nous emmènent à Hel, » murmura le timonier. « Non, » dit Asbjörn. « Dans leur Hel, dans le monde des ombres. Nous savions qu'il fallait lutter non pas avec l'épée, mais avec le chant. C'est ce qu'enseignaient les skalds. La parole est plus forte que l'épée quand l'ennemi est un esprit. Je me mis à chanter. Pas de gloire ni d'or. Je chantais le soleil qui devait se lever. Les champs où couraient les enfants. La fumée des foyers. La chanson était rude, mais c'était ma voix. Asbjörn se joignit à moi, puis deux autres, et le cœur des vivants couvrit celui des morts. Les mains des morts disparurent. Les voix se turent. Le navire s'éleva au-dessus de l'eau, mais le brouillard ne se dissipa pas. Au contraire, il s'épaissit encore plus, et dans ses profondeurs apparut une lumière, pas celle du soleil, une lumière froide, bleue, comme celle de la glace gisant au fond de l'eau. Là, c'est la porte, dit Asbjörn, la fracture entre les mondes. Je savais où on nous emmenait, et on n'avait plus le choix. Chapitre 4. La tempête et la fracture entre les mondes. Le fjord ne supportait pas le silence. Après un long silence retentissant, où l'on n'entendait que le bruit de nos respirations, la mer s'anima soudainement. D'abord, une légère secousse sous la quille, comme si quelqu'un poussait le bateau avec sa main depuis le fond. Puis les secousses se firent plus fréquentes, et l'eau autour du drakkar se mit à bouillonner. Aimez et abonnez-vous à la chaîne. Du cœur même du brouillard s'éleva un grondement semblable au rugissement d'un animal à l'étroit dans son propre corps. Nous le savions tous, les tempêtes étaient des monnaies courantes. Les Vikings savaient comment affronter le vent et les vagues. Nous avions appris à nos enfants à hisser les voiles, à fixer les vergues, à retirer les rames à l'approche d'une tempête. Nous savions comment jeter l'eau à l'aide de seaux et comment nous asseoir bas sur le toft pour éviter que le bateau ne chavire. Mais ce qui s'approchait de nous n'était pas une tempête ordinaire. Le vent ne venait pas de l'extérieur. Il explosait directement à l'intérieur du brouillard. Le ciel et la mer ne faisaient plus qu'un. Le brouillard blanc laiteux est devenu noir, et des éclairs l'ont traversé, non pas des éclairs de feu, mais des éclairs de glace, bleus comme des aurores boréales. Il ne frappait là pas de haut en bas, mais de bas en haut, jaillissant de l'eau et fendant le ciel. Le drakkar fut secoué si violemment que les boucliers sur les flancs résonnèrent. Les hommes s'agrippèrent aux rames, certains firent le signe de croix avec le rune Algiz, d'autres serrèrent l'amulette de Thor. La fureur de la tempête nous frappait, et avec le vent, des voix se faisaient entendre. « Vous êtes là, vous êtes les nôtres, la paix est faite. » « Ce n'est pas une tempête, » cria Asbjörn, couvrant le hurlement du vent. « C'est une faille. » Je le compris, le fjord s'ouvrait.
Les eaux et le brouillard se déchiraient, et juste devant la proue du dracard apparut une fissure. Elle ne ressemblait ni à un rocher, ni à un rivage. C'était un tissu déchiré, béant d'une lumière bleu-noir. Des sons en provenaient, le cliquetis des armes, des cris, des grincements, des échos de bataille. Une guerre éternelle faisait rage là-bas, celle qui attendait les morts. « Valhalla » demanda Snorri. Ses yeux brillaient. Asbjörn secoua la tête. « Ce n'est pas Valhalla, c'est la route des noyés. Là-bas, il n'y a pas de festin, mais des chaînes. » La tempête frappait le dracard, le poussant vers la faille. Nous essayions de nous accrocher aux rames, mais chacune d'elles était arrachée par les flots. Les guerriers criaient les uns après les autres. « L'aviron est parti !» Et bientôt, nous avons perdu le contrôle du bateau. Le dracard était poussé par une force plus puissante que la mer. Le timonier se leva et se redressa de toute sa hauteur. « Écoutez !» cria-t-il. « Accrochez-vous au bord ! Ne lâchez pas le bateau ! Si nous tombons dans la faille, au moins nous serons tous ensemble !» Ces paroles furent couvertes par un bruit sourd. Une vague nous souleva si haut que je vis toute la flotte fantôme au-dessus de moi. Des dizaines, des centaines de dracars, leurs mâts dressés comme les côtes d'une bête morte. Ils se dirigeaient vers la faille et nous faisions partie de ce flot. Le vent déchirait la voile. Nous avons essayé de la retirer, mais elle s'est déchirée d'elle-même et ses lambeaux ont disparu dans l'obscurité. Le dracar était nu, comme le jour où il avait été construit. Les boucliers ont commencé à tomber les uns après les autres, et avec chaque bouclier, c'était comme si une partie de notre âme disparaissait. C'est alors que j'ai compris, il fallait faire un sacrifice. Sans sacrifice, la mer ne nous lâcherait pas. « Donnez votre sang !» ai-je crié. « Mieux vaut nous-mêmes que nous tous. » Asbjörn acquiesça. Il sortit un couteau, le passa sur sa paume et jeta le sang par-dessus bord. Un jet rouge tomba dans l'eau noire, et la tempête s'apaisa un instant. Mais ensuite, des rires retentirent, des rires sourds et graves. « Pas assez, pas assez !» Et le dracard se précipita à nouveau vers la fissure. Nous entrâmes dans la faille. La lumière nous frappa les yeux. Le monde autour de nous se brisa comme un miroir. L'espace d'un instant, nous avons vu notre mer grise et froide. L'instant d'après, un lac noir entouré de falaises, où des os remplacèrent la neige. Au-dessus de ce lac, des ombres d'oiseaux tournaient, mais ce n'étaient pas les corbeaux d'Odin, mais quelque chose de plus grand, avec des ailes de fumée. Le brouillard était derrière nous. Nous étions dans un autre monde. Drakkar s'arrêta au milieu des eaux noires, et la tempête s'apaisa comme si elle n'avait jamais existé. Nous étions assis, tremblants, et personne n'osait parler. Seul Asbjörn murmura « Nous sommes entrés dans le royaume des morts, et maintenant, il ne nous laissera pas partir. » Je levai la tête et regardai le ciel. Il n'y avait pas de soleil. Des feux cramoisis, semblables à du fer incandescent, y brûlaient. Et parmi eux, d'énormes yeux. Ils nous regardaient droit dans les yeux. Je compris que la bataille était encore à venir. Chapitre 5. La bataille pour l'âme de Svein. Le lac noir était immobile, comme un miroir d'obsidienne. Le dracard était figé au milieu de cette obscurité, et chaque bruit semblait étranger. Le craquement des planches résonnait comme si nous étions assis dans un cercueil géant. L'air était lourd, il ne sentait pas le sel mais la rouille, comme si des armes et des os gisaient ici depuis des siècles. Aimez et abonnez-vous à la chaîne. Nous étions tous silencieux. Seul Sweyn, jeune et encore épargné par la terreur, s'était hissé sur la proue du navire et scrutait les lumières rougeoyantes qui brillèrent dans le ciel. Ces lumières étaient tes yeux. Ils nous observaient. Au début, on aurait dit des étoiles, puis des torches. Puis on comprit. C'étaient tes visages. Les visages de ceux qui avaient été vivants autrefois. Des noyés. Leurs yeux brûlaient comme du métal en fusion, et chaque regard nous transperçait la poitrine. « Ils nous attendent », murmura Asbjörn. « Ils veulent que nous descendions du bateau. » Svein s'agrippait à la proue sculptée du dracard. Le vent, si on pouvait l'appeler ainsi, apportait des voix. Elles ne criaient pas et ne chantaient pas, elles imploraient, et chaque voix était familière. « Svein, mon fils, viens vers moi. Frère, je t'attends. Mon ami, tu avais promis de revenir. » Les morts l'appelaient. Les visages de ses proches apparaissaient dans l'eau, comme si celle-ci n'était pas de l'eau, mais un miroir. Il voyait son père noyé en mer. Il voyait son frère Snorri, disparu dans le brouillard. Il voyait ses compagnons, partis dans la tempête et qui n'étaient jamais revenus. Et il comprit. Il voulait son âme. « Ne regarde pas »,
cria le timonier. « Si tu croises leurs regards, ils t'emporteront. » Mais Svein ne détourna pas les yeux. Il sentait que s'il ne tenait pas bon, il serait perdu. Mais s'il détournait le regard, ce serait la même chose. C'était une épreuve envoyée non pas par les hommes, mais par les dieux. Les Vikings croyaient qu'après la mort, les guerriers allaient soit au Valhalla, le palais d'Odin, soit à Helheim, le royaume de la déesse Hel. Mais il existait un troisième endroit, intermédiaire, où allaient ceux que la mer avait emportés. C'est là que nous nous trouvions, et c'est là que se jouait le destin de chacun, devenir prisonnier ou rejoindre le monde des vivants. Des ombres s'élevèrent à de l'eau. Elles étaient courtes vêtues de cottes de mailles, mais leurs mailles étaient rouillées. Elles brandissaient des épées et des boucliers, mais le métal était terne, comme s'il avait été fabriqué à partir de cendres. Elles ne marchaient pas, elles glissaient sur l'eau, encerclant le drakkar. « Les boucliers !» cria Sweyn. « Nous avons saisi nos boucliers ronds, et nous nous sommes dressés en mur, comme on nous l'avait appris au Ting et lors des campagnes. Les boucliers étaient serrés, épaule contre épaule. Les Vikings appelaient cela le mur de boucliers. Même dans le royaume des morts, les lois du combat n'avaient pas changé. Le premier coup vint de l'obscurité. L'épée du druide frappa le bouclier de Svein. Il résonna comme du glace contre du glace, et un frisson parcourut ma main. Mais Svein ne recula pas. Il lança sa lance en avant, et la pointe s'enfonça directement dans la poitrine du guerrier fantomatique. Celui-ci disparut comme une étincelle, mais deux autres apparurent à sa place. La bataille commença. Les morts frappèrent en silence, mais chaque coup résonnait dans le cœur, comme s'ils ne combattaient pas un corps, mais une âme. Les lances les transperçaient, mais ils disparaissaient un instant. Les haches fendaient la fumée, mais cette fumée étouffait et empêchait de respirer. Nous frappions, crions, nous défendions. Les boucliers craquaient, les bras se brisaient, mais nous maintenions nos rangs. Et pendant tout ce temps, des yeux nous observèrent dans le ciel, énormes, froids. Svein combattait en première ligne. Il sentait que ce combat n'était pas une simple bataille, c'était une épreuve. Les morts se dirigèrent vers lui. Leurs mains agrippaient ses épaules, leurs lames cherchaient son cœur. Soudain, une silhouette émergea de l'eau. Elle était plus grande que les autres. Ses yeux brillaient plus fort que ceux des autres. Elle tenait une lance à la main, et Svein la reconnut. Gungnir, la lance d'Odin. La silhouette la leva et dit « Tu es un guerrier, mais à qui appartient ton âme? Es-tu prêt pour le Valhalla, ou resteras-tu ici, gardien des ombres ?» Svein comprit. C'était Odin lui-même, non pas sous les traits d'un vieillard aux cheveux noirs, mais sous ceux d'un épervier qui teste les guerriers. « Je ne me rendrai pas, » cria Svein. « Si vous voulez mon âme, vous devrez me l'arracher au combat. » Et il se précipita en avant. Odin frappa avec Gungnir. Svein leva son bouclier, mais la lance le transperça comme du tissu. Elle pénétra dans la poitrine de Svein et un froid glacial envahit son corps. Il tomba à genoux, mais ne lâcha pas son épée. Ses mains tremblaient, mais ses yeux brillaient. « Je suis un guerrier, murmura-t-il. Je ne suis pas un esclave. » Et il frappa avec son épée. Sa lame traversa la silhouette d'Odin, et le monde autour d'eux explosa en une lumière aveuglante. Les ténèbres se retirèrent, les ombres disparurent, le lac se mit à bouillonner et à former des vagues. Dans le ciel, les yeux commencèrent à s'éteindre les uns après les autres. Seule une voix resta. « Tu as réussi l'épreuve, Svein. » Mais le choix reste à faire, retourner dans le monde des vivants ou rester éternellement à combattre pour les âmes dans ce fjord. Nous sommes tous tombés sur le pont, haletant. Le drakkar tanguait sur l'eau, noir, et le silence régnait. Svein était assis à la proue, serrant sa blessure à la poitrine. Mais le sang ne coulait plus. Seul le froid restait à l'intérieur. Je le regardais et je comprenais. Il n'était plus le même. Son âme avait été là où les gens ordinaires ne survivent pas. Et devant nous se trouvait le dernier choix. Chapitre 6. Retour ou captivité éternelle. Le lac était immobile, comme si la mort elle-même retenait son souffle. Nous étions assis sur le drakkar, n'osant pas bouger. Seul Svein, appuyé lourdement sur son bouclier, regardait les feux cramoisis qui couvaient encore dans le ciel. Sa blessure ne saignait pas, mais elle dégageait un froid glacial, comme s'il portait un morceau de glace éternelle dans sa poitrine. Aimez et abonnez-vous à la chaîne. Nous savions que son destin était en train de se jouer, et peut-être celui de nous tous. La voix d'Odin n'était pas forte, mais elle résonnait avec une puissance plus forte que n'importe quelle tempête. « Svein,
fils de la mer et du vent, tu as survécu à la bataille, mais maintenant tu dois décider. Vas-tu retourner dans le monde des vivants pour vieillir et mourir, ou vas-tu rester ici, gardien du fjord, guerrier éternel dont l'âme ne connaîtra jamais le repos? Svein resta silencieux. Nous attendions, et chacun d'entre nous comprenait que son choix ne concernait pas seulement son destin personnel. Drakkar se tenait à la frontière. Si Svein décidait de rester, les portes se fermeraient, et nous errerions tous sur ces eaux mortes. S'il choisissait la vie, peut-être que la mer nous libérerait. Il se leva en titubant et nous regarda. Jeune guerrier, vieillard, le timonier, le vieux Asbjörn. Nous avions tous le visage marqué par la peur et l'espoir. Svein parlait doucement, mais chacun de ses mots résonnait comme un coup de hache sur du bois. J'ai vu les yeux des morts, ils m'ont attiré vers eux, mais je vous ai aussi vu, et tant que vous êtes en vie, je ne peux pas vous abandonner. Je ne suis pas un gardien des ombres, je suis un guerrier, et mon combat est encore sur terre. Ces paroles déchirèrent l'obscurité. À cet instant, le lac se mit à trembler. La fissure par laquelle nous étions entrés dans le royaume des morts s'ouvrit à nouveau. Mais cette fois, une lumière en jaillissait. Pas un bleu froid, mais doré comme le soleil matinal que nous n'avions pas vu depuis plusieurs jours. Les vagues soulevèrent le Drakkar et le navire se dirigea vers la faille. Nous ramions de toutes nos forces. Les rames tremblaient dans nos mains, l'eau sifflait. Mais pour la première fois depuis le début, nous avions l'impression que le destin lui-même nous poussait en avant. Derrière nous, on entendait des hurlements. Les morts ne voulaient pas lâcher leur proie. Des mains sortirent de l'eau, des visages émergèrent de la brume. Ils sifflaient, appelaient, maudissaient. Mais chaque coup de rame nous rapprochait de la lumière. Svein se tenait à la proue, ses yeux brûlaient. Il leva son épée et cria « Odin, tu m'entends? Je reviendrai ici quand mon heure sera venue. Mais tant que je suis en vie, c'est mon monde. » Comme pour lui répondre, un corbeau passa au-dessus du navire. L'un de ses yeux brillait d'or, l'autre était blanc comme la glace. Il croassa et disparut dans la lumière. Et nous sommes sortis. Le brouillard se dissipa et le fjord s'ouvrit devant nous. Le vrai, le nôtre. La mer grise, les rochers noirs, le souffle du vent, l'odeur du sel et des algues. À l'arrière, rien d'autre que l'eau calme. Nous étions chez nous. Mais Svein se tenait toujours à la proue, et son regard avait changé. Il voyait plus loin que nous. Le froid était resté à jamais dans sa poitrine, et ses yeux reflétaient la lumière de ses portes. « Nous sommes de retour, dit-il, mais je sais que le fjord m'appellera toujours. Quand mon dernier jour viendra, je retournerai dans ce brouillard. » Nous restâmes silencieux. Nous savions qu'il disait vrai. Drakkar accosta. Les gens nous accueillirent avec joie, mais aussi avec effroi, sur les 20 qui étaient repartis le matin. Seuls 10 étaient revenus. Le fjord avait emporté les autres. Et tout le village comprit que la mer n'était pas seulement une route vers la richesse. C'était aussi une porte. Depuis lors, dans notre village, on dit « Si, à l'aube, le brouillard est trop épais au-dessus du fjord et que l'on entend des voix, il ne faut pas s'y aventurer. Mais si jamais tu aperçois un Drakkar avec une tête de dragon et un jeune guerrier à la proue, sache que c'est Svein. Son âme garde toujours la frontière entre les mondes. Et tant qu'il monte la garde, les vivants peuvent revenir. »